deux caractères chinois dont le premier signifie changement et dont le deuxième signifie classique. Classique, vous le savez, c'est les livres qu'il faut apprendre en classe. Et donc le I Ching, le classique des changements, est le premier des 5 classiques confucéens qui sont à la base de la culture lettrée chinoise, que tout candidat aux examens impériaux devait connaître par cœur. Il devait le connaître par cœur pour 2 raisons. La première, parce que, un peu comme le latin au Moyen-Âge, qui servait de langue de communication dans l'Europe de l'époque, qui faisait que le même professeur pouvait enseigner en Irlande pendant une année, puis à Varsovie, puis à Rome, mais il enseignait en latin. Eh bien, le fait que ces classiques confucéens devaient être connus par cœur donnait à la classe des lettrés, qui a dirigé la Chine pendant 22 siècles, et l'affaire n'est pas terminée, ça leur donnait un vocabulaire commun, ça leur donnait une description du monde et de la manière de le gérer qui était en commun, et ça a beaucoup fait pour l'unité chinoise. Parce que on a peine à se représenter le fait que l'écriture chinoise est unique au monde dans la mesure où elle est capable de donner le sens sans donner le son, puisque ce sont des dessins d'idées, idéogrammes. Et que donc, la seule chose qui peut nous faire comprendre qu'est-ce que c'est qu'un signe qui a du sens sans avoir du son, alors que tous nos mots de toutes les langues indo-européennes ne sont que la transcription du son et qui ne donnent aucune signification du sens. Je vous donne un exemple. Prenez le mot P-A-I-N. Vous voyez très bien de quoi il s'agit. Nous autres Français, nous trouvons ça savoureux. Les Anglais trouvent ça douloureux. Parce qu'il n'y a rien dans P-A-I-N qui dise que c'est bon à manger ou qui dise que ça fait mal. C'est un son, simplement. Alors que je vais dessiner en l'air un signe, ce qui peut nous faire comprendre l'écriture chinoise, c'est les chiffres. Je vais dessiner en l'air un chiffre. Ok, vous l'avez tous vu, vous l'avez tous compris, c'est 2 fois 4. Mais comment ça se dit? Enfin, M. Javary, évidemment. 8. Ah pas seulement. Ça peut se dire aussi art, ocho, otto, en chinois. Et là, vous avez ici un signe dont chacun comprend, chaque peuple européen, chaque peuple indo-européen, je ne sais pas comment ça se dit en indien ou en afghan, comprend le sens et le prononce à sa façon. Il y a plus de 1500 langues parlées en Chine. Et d'ailleurs, il y a un proverbe chinois qui dit « Au bout de 60 km, on ne parle pas la même langue. » Vous vous rendez compte? À Albi, ils ne nous comprendraient pas. C'est ça la Chine. Mais il y a une seule écriture. De la mer Jaune à l'Afghanistan, de la Sibérie au tropique, il y a un seul journal que chacun lit à sa façon, prononce à sa façon. Et je vais vous faire une confidence. La fois, il m'arrive souvent de faire des conférences, et la fois où j'ai été le moins applaudi de ma vie, c'est quand j'ai fait une conférence devant les 400 traducteurs de l'Union européenne.
Je leur explique l'écriture chinoise et je leur dis, finalement, savez-vous, la seule solution raisonnable pour les textes administratifs de l'Union européenne, c'est de les écrire en caractère chinois. Vous auriez vu la tête des traducteurs qui voyaient leur boulot fondre, alors qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution. Enfin bon, donc, ces idéogrammes qui ont du sens sans avoir du son, ils sont faits de traits et non pas de lettres. Alors ça c'est très important parce que ça montre un pli du mode de compréhension chinois qui est l'idée de donner du sens à des lignes et non pas à des lettres qui sont des signes qui n'ont pas de sens. Alors pour comprendre ça, il faut remonter à l'origine de l'écriture chinoise. Et donc, alors l'origine de l'écriture chinoise, ça se passe vers le XIIIe siècle avant l'ère commune. À cette époque-là, les souverains, alors c'est la deuxième dynastie chinoise, c'est la dynastie Shang, et les souverains de la dynastie Shang ne prenaient pas de décisions importantes sans en référer à leurs ancêtres défunts. Et donc, ils interrogeaient leurs ancêtres défunts sur l'opportunité de leur projet. Et avant ça, il faut que je vous dise une chose importante. La différence fondamentale entre la culture chinoise et entre la civilisation chinoise et toutes les autres civilisations nées sur le continent indo-européen, c'est que toutes les civilisations nées sur le continent indo-européen sont le résultat de conquêtes ou de migrations. Ça commence dès le 4e millénaire avant Jésus-Christ, quand les Aryens descendent du plateau iranien et commencent la conquête de la péninsule indienne, une affaire qui n'est toujours pas terminée. Regardez ce qui se passe à Ceylan. À la différence de cela, les Chinois habitent depuis toujours le pays qu'ils habitent maintenant. Et ils y cultivent les céréales depuis que celles-ci font partie du patrimoine de l'humanité. C'est-à-dire au bas mot, 8 à 10 000 ans. Et bien, quand vous cultivez le même champ pendant 10 000 ans, ça crée des liens. Ça crée des liens et surtout, ça crée une perspective différente du rythme des choses. Pour comprendre ça, c'est l'idée que quand on bouge, on perd le rythme. Quand on est stable, le rythme apparaît. Alors, dit comme ça a l'air soit stupide, soit banal. Mais en fait, rappelez-vous la dernière fois que vous avez fait un voyage organisé. Quel que soit le pays où ça s'est passé, voyage organisé, tous les jours on change d'hôtel, etc. Au bout de 3-4 jours, on ne sait plus si on est jeudi ou vendredi ou samedi, puisque de toute façon tous les jours se ressemblent, puisque c'est tous les jours dimanche. Par contre, rappelez-vous la fois où vous vous êtes installé dans une ville, dans un pays étranger, pour un certain temps. Brusquement, par exemple, le rythme hebdomadaire est apparu. Le jour du marché, c'était différent que les autres jours. Donc, quand on bouge, il n'y a plus de rythme. Quand on est installé, le rythme apparaît. Également, quand on est nomade, quand on est conquérant, migrant, qu'on se déplace, comme les paysages changent tout le temps, on a besoin d'une certaine fixité pour ne pas perdre la tête. Et cette fixité, les peuples migrants l'ont trouvée en regardant le ciel, qu'ils ont peuplé
de Dieu créateur masculin. Et c'est un des points communs de toutes les civilisations indo-européennes, c'est l'idée qu'il y a eu une création du monde par un extraterrestre. Le paysan chinois, qui cultive son champ depuis 10 000 ans, quand il lève les yeux au ciel, ce n'est pas des dieux qu'il voit, c'est des nuages. Et ça l'intéresse beaucoup, parce que des nuages tombent la pluie, parce que les nuages annoncent la pluie. La première chose qu'on apprend quand on fait de la météorologie, c'est les cirrus annoncent tel type de temps, enfin voilà. Les nuages disent, et d'ailleurs en chinois, le mot nuage, quand il est employé en tant que verbe, il signifie dire. Et ça l'intéresse, la pluie, parce que 80% de la Chine est collineuse, c'est-à-dire elle est située à plus de 400 mètres d'altitude. En fait, il y a très peu de plaines dans ce pays. Et quand vous êtes dans un pays à 400 mètres d'altitude, c'est pas la peine de creuser des puits, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas descendre à la rivière, elle est au fond de la gorge. Donc la seule chose qui peut arroser votre champ, c'est la pluie. Donc la pluie est attendue, espérée, bénéfique par le paysan chinois. Parce qu'elle va arroser son champ, et parce que, comme dit le proverbe, après la pluie, le beau temps. Et que donc, un champ arrosé, quand il est baigné par la chaleur du soleil, paysan content, parce que tout pousse. Étonnez-vous, après, que le mot changement, du livre des changements, dont on parle, le yi de Yi Jing, il est formé du signe du soleil et du signe de la pluie. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que soleil et pluie, changement, sont des choses naturelles, sont des choses évidentes. Et j'en viens là à vous expliquer quelque chose. Vous êtes déjà arrivé peut-être rentrer dans une librairie et de dire « Bonjour, est-ce que vous avez des livres sur le Yi-King ?» Oui, allez voir au rayon divination. Ok ? Et on trouve le Yi-King, le livre de chevet de Confucius, entre Madame Irma, les runes, les feuilles de thé, etc. Divination, c'est un mot bâtard. C'est le fils bâtard de divin et diviné, et deviner. Parce que dans l'esprit indo-européen, seuls les dieux qui sont au ciel sont capables de connaître le futur. Nous autres humains et mortels, nous n'en sommes pas capables. Alors ça nous paraît normal, mais à une certaine époque, on en discutait très très sérieusement de ça. Par exemple, il y a eu une disputation, c'est-à-dire une discussion qui est restée célèbre au Moyen-Âge, ça se passait au XIIIe siècle, dans lequel les religieux, les moines, les clercs discutaient d'un problème fondamental. Je vous le donne en mille. Est-ce que Jésus riait quand on lui racontait une blague ? Vous voyez qu'on n'est plus à la même époque. Parce que maintenant, on s'en contrefiche de cette histoire. Mais à l'époque, c'était vachement important. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait rire quand on raconte une blague ? La chute. Si vous connaissez la blague qu'on vous raconte, bon, à la fin de l'histoire, vous allez sourire poliment à la personne pour ne pas vexer la personne qui vous la raconte. Mais vous n'allez pas rire, parce que vous n'avez pas été surpris par la chute. Donc, si Jésus riait, c'est qu'il ne connaissait pas la fin. S'il ne connaissait pas la chute, c'est qu'il était un homme. Si Jésus riait pas, c'est parce qu'il connaissait la fin. Donc c'est un Dieu. Donc, ça valait le coup d'en discuter. En Chine, il n'y a pas le mot Dieu, d'ailleurs, au sens créateur du terme, n'existe pas en chinois classique. Et donc,
Divination est quelque chose que les Chinois ne comprennent pas. Pourquoi deviner le futur à la manière d'un dieu alors qu'il n'y a pas de dieu? Et que de toute façon, le futur est imprévisible. Il est imprévisible, mais il n'est pas erratique. Alors ça, c'est une des grandes lois qui trouvera son application dans Yin Yang. C'est l'idée que le souffle vital suit un cycle déterminé. Toujours, le printemps suit l'hiver. Toujours, l'été suit le printemps. On l'a tous vécu. Mon père me disait que à son époque c'était déjà comme ça, et je crois que mon grand-père aussi le disait. Seulement, quel printemps on va avoir en 2020? Est-ce qu'on va avoir un printemps précoce, un printemps pluvieux? Quel été on va avoir? Est-ce qu'on va avoir un été à groseille, un été à frelons, un été, une canicule? On ne sait pas. Donc l'idée chinoise, là où le mode de pensée cartésien nous enferme entre les mâchoires du est-ce que c'est prévisible ou est-ce que c'est pas prévisible, le cristal et la fumée, l'esprit chinois dit le fluide vital, le flux vital suit une règle implacable dont l'application est aléatoire. Alors vous en voulez un autre exemple? Tous les visages humains sont construits de la même façon. Nous avons tous le nez entre les deux yeux et la bouche en dessous du nez. Vous connaissez deux visages pareils? Même des fois les jumeaux, c'est pas pareil. Vous voyez, la règle est implacable, l'application est aléatoire. Et les gens qui comprennent le mieux ça, ce sont les œnologues. Ils savent très bien qu'on ne fait pas les vendanges à Pâques, mais ils mettent toujours l'année sur la bouteille, parce qu'il n'y a pas de récolte qui se ressemble. Donc, il n'y a pas besoin de diviner pour un esprit chinois. Par contre, ce qui intéresse le chinois, c'est le passage du soleil à la pluie et de la pluie au soleil. Alors, il y a deux conclusions importantes à tirer de ça. La première, c'est que, je vous l'ai dit, soleil et pluie sont des choses totalement naturelles. Il n'y a pas besoin de croire au Yi. Il s'en fout. Des fois, il y a des gens qui me disent, avec l'air un peu spécieux, Jean-Marie, vous y croyez, vous, Yiki? Alors, si c'est quelqu'un que je trouve sympa, je lui explique. Si c'est quelqu'un qui commence à m'énerver, je lui réponds d'un ton béat. Et vous? Est-ce que vous y croyez au soleil et à la pluie? Et là, je lis dans le regard de mon interlocuteur, il est encore plus crétin que je ne pensais. Il n'y a pas besoin d'y croire. Par contre, ce que c'est... Alors, soleil et pluie, c'est quand même intéressant parce que, je vais vous dire, j'ai cru pendant longtemps que de tous les peuples de France, ceux qui comprenaient le mieux le yin-yang, c'était les Normands. Peut-être pas un yin, peut-être pas un yang. Jusqu'à ce qu'on me cite un proverbe morvandiau, que je ne pourrais pas vous citer avec l'accent morvandiau parce qu'il est totalement inimitable. Pour les plus âgés d'entre vous, rappelez-vous Val des Crochets. Et ce proverbe morvandiau, il dit « Le mauvais temps, c'est le temps qui change, point. » Ben, c'est pas con. Effectivement, quand c'est tout le temps soleil, c'est la sécheresse. Quand c'est tout le temps pluie, c'est l'inondation. Mais quand c'est régulièrement soleil, pluie, paysans contents, pas besoin d'arroser les champs. Et que donc très vite, la perception paysanne, terre à terre, du peuple chinois a été que ce qui faisait que ça pousse, c'est le continuel passage du soleil à la pluie, du froid au chaud, de la nuit au jour, de l'hiver à l'été. Et que donc,
Ça va se traduire, après un bon millénaire de réflexion, ça va se traduire en un couple de mots, yin-yang. Alors, parce que yin-yang, c'est un seul mot en chinois, écrit avec 2 idéogrammes. Et comme nous, on dit bleu-vert. Bleu-vert, c'est une couleur, qui est ni bleue ni verte, d'accord? Comme on dit une sauce aigre-douce, c'est une sauce, c'est pas 2 sauces. Alors que nous avons l'habitude de dire le yin et le yang. Dès que vous avez mis un article, ça y est, c'est foutu. Vous avez yin et yang qui sont séparés l'un de l'autre, comme les 2 potiches de chaque côté de la cheminée, avec au milieu le « et ». Alors qu'en fait, yin-yang, c'est un système. C'est le nom, finalement, qui a été donné à l'alternance vivifiante. C'est le nom qui a été donné à une façon de voir les choses qu'il faudra bien un jour se résoudre à appeler le penser par 2. Alors, on va dire, qu'est-ce que vient faire le Yiking dans tout ça? Ben d'abord parce que le Yiking est le berceau de Yin-Yang. La première fois que le mot Yin-Yang apparaît dans son sens philosophique et non pas dans son sens classique, dans son sens usuel, ciel couvert, ciel clair, où vous retrouvez soleil, pluie, eh bien c'est dans une phrase du grand commentaire du Yiking, qui est un texte de réflexion sur l'ensemble du Yiking. Et cette phrase qui résume le mode du pensée chinois, Yin, Yin, Zhu, Ta. Ce qu'on a longtemps traduit par un yin, un yang, c'est le Tao. Et c'était tellement pompeux que chacun rajoutait inconsciemment, mes bien chers frères. Alors que maintenant, grâce au grand sinologue suisse Jean-François Milter, on sait quel est le sens exact de cette phrase. Un coup yin, un coup yang, c'est comme ça que tout fonctionne. Parce que Tao, une des questions qui m'énerve le plus, après celle que je viens de dire, est-ce que vous croyez au Yiking, une deuxième question qui m'énerve vraiment, je dis ça pour que vous évitiez de la poser. Monsieur Gérard, s'il vous plaît, Tao, il faut l'écrire avec un T majuscule ou avec un D majuscule? Ah! Vous l'écrivez comme vous voulez, mais surtout pas avec une majuscule. Parce que précisément, Tao est un mot trivial, c'est un mot banal. Ça veut dire le fonctionnement des choses. Et que si on veut en donner une définition chinoise, et non pas voir, comme par exemple Claudel, un avatar sauce soja du dieu qu'il avait du mal à prier, c'est ce qui fait que les saisons tournent. C'est ce moteur impersonnel qui fait tourner les saisons. Parce qu'elles tournent, vous avez remarqué. Et donc, un coup yin, un coup yang, c'est comme ça que tout fonctionne. Et c'est là où on voit que, précisément, ce qu'il y a d'intéressant dans le mode de pensée chinois qui est développé dans le Yiking, c'est de nous apprendre à voir que toute situation se divise en un côté yin et un côté yang, en même temps. Alors, jusqu'il y a 2 ans, quand je disais en même temps, ça faisait sourire personne. Bon, depuis 2 ans, ça devient plus difficile à placer, pour des raisons extérieures à la civilisation chinoise. Mais en fait, c'est bien de ça dont il s'agit. Alors que pour nous, et l'exemple le plus frappant de ça, en français, de cette non-compréhension du mode de pensée chinois yin-yang, c'est le jour et la nuit. Ah, ça, voilà des opposés. Quand on veut dire que 2 personnes ou 2 idées n'ont rien à voir l'un avec l'autre, alors là, ces 2-là, c'est le jour et la nuit. En oubliant qu'un jour, c'est un jour et une nuit. Et qu'il y a toujours les 2. Sauf quelques cas extrêmes, au pôle Nord, l'hiver, où il fait nuit tout le temps. Partout
ailleurs, dans la zone tempérée, il y a toujours un jour et une nuit. Mais ils ne sont jamais égaux. Enfin si, 2 fois par an. 2 sur 360. Un 180e du truc, c'est nul. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des moments où ça bascule. Alors, je ne sais pas comment vous vous habillez, vous, le 22 décembre, mais moi, je m'habille en jaune. Parce que ça y est, c'est passé, ça ne sera plus jamais, pour l'année, ça ne sera plus jamais plus noir, plus froid, plus nuit, c'est reparti dans le bon sens. Bon, ok, c'est pas le moment de sortir les maillots de bain, mais c'est reparti dans le bon sens. Bon, vous pouvez dire, oui, mais Jean-Marie, comment vous vous habillez le 22 juin? Ah ben en noir. Parce que ça ne pourra pas être plus lumineux. Ça ne pourra pas être plus clair. Mais si on le dit comme ça, c'est parce qu'on s'est arrêté l'horloge. Un truc qui tourne constamment. En fait, si on le lit à la chinoise, on dira l'été commence le 21 décembre. Ce qui culminera en été commence à augmenter le 22 décembre. Et l'hiver commence le 22 juin. Alors, l'avantage de cette façon de voir les choses, si vous dites l'été commence le 21 décembre, je vous assure, ça aide à passer l'hiver. Et puis si vous vous apercevez que l'hiver commence le 22 juin, ben ça aide à profiter de l'été. Et vous voyez, là on est au cœur, ça a l'air rigolo, mais on est au cœur de la situation. Ce que nous vivons de manière fixe, c'est-à-dire le cours du temps, 21 décembre, début de l'hiver, les Chinois le vivent de manière, dynamique. Et quand nous disons le yin et le yang, the yin et the yang, à ce moment-là, on a ça donne ce truc insupportable. Si vous avez déjà feuilleté un livre de quelque domaine que ça soit, médecine chinoise, calligraphie, acupuncture, yi-king, stratégie militaire, cuisine, etc., ça commence toujours par un chapitre où il y a 2 colonnes, yang, yin. Et ça commence toujours par la pire sottise qui soit, yang, homme, yin, femme. Autrement dit, on donne aux emblèmes du changement les catégories parmi les plus fixes qui sont sous le ciel. Parce que bon, entendons-nous bien, à part quelques détours par les cliniques de Casablanca, en général, homme on est, homme on meurt, femme on est, femme on meurt, d'accord? Et puis en dessous, alors si vous continuez, c'est catastrophique, parce que du côté du yin, ça devient un véritable hôpital. C'est noir, c'est froid, c'est faible, etc. Alors de l'autre côté, c'est génial, c'est fort, c'est clair, c'est beau. On en a peut-être un peu marre de ces histoires. Il serait temps d'ailleurs. Alors qu'en fait, à quoi ça tient ça? Ça tient au fait que quand nous disons le yin c'est le chaud, le froid, le yang c'est le chaud, on dit quelque chose qui est impossible à traduire en chinois. Parce qu'en chinois, le verbe être n'existe pas. Le verbe être en tant qu'essence absolue, qui ne change pas, il n'existe pas. Et que donc on ne peut pas attribuer une qualité à yin ou à yang, puisqu'ils sont des mouvements. Et que donc, c'est pour ça que la meilleure des définitions de yin-yang, elle a été donnée par un philosophe chinois du IIIe siècle, qui s'appelait Wang Pi, un type extraordinaire. Il a écrit un commentaire du Yi-King, un commentaire du Lao Tse, un commentaire des Entretiens de Confucius, un commentaire du livre des Rites, et 17 siècles après, ces livres valent toujours d'être lus. Et il est mort à 24 ans. C'est le Rimbaud de la philosophie chinoise. Et quand il a commenté le Yi-King, il a dit Yin, ce qui va devenir Yang.
Yang, qu'est-ce qui va devenir yin? Et à ce moment-là, on comprend que yin et yang ne sont pas des acteurs, mais des vecteurs. Et que vecteur est un mot essentiel pour rentrer à l'intérieur de la pensée chinoise. Et l'hiver, c'est ce qui va devenir l'été. L'été, c'est ce qui va devenir l'hiver. Vous voyez comment on est passé d'un mode de pensée à un autre. Et donc, là, on est à la base même de cette circulation, de cette vision chinoise de la circulation du flux vital, dont une des incarnations va être le dragon. Et le dragon, par exemple. Le dragon, l'hiver, il dort dans l'eau. Il se gorge d'eau. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Puis, au moment du printemps, à la fête du printemps, cette année le 25 janvier, il se réveille. Et s'il ne se réveille pas, on le réveille. À coup de gong et de pétard. Et à ce moment-là, il entreprend sa marche vers le haut, mouvement yang. Pourquoi? Parce que, à partir du 21 décembre, les jours rallongent. Donc le printemps et la période du 21 décembre au 21 juin, c'est la période yang de l'année, puisque les jours, le yang, la lumière rallonge. Et puis une fois qu'il est parvenu au ciel, il crache son eau. C'est pourquoi il est bénéfique. Parce que, je vous ai dit, la Chine est à 80% collineuse. Et donc, il n'y a que la pluie qui peut arroser les champs. Et d'ailleurs, il crache son eau, il ne crache pas que son eau d'ailleurs. Je vais faire une petite parenthèse parce que ça mérite d'être signalé quand même. Vous avez entendu parler du jade, qui est la pierre précieuse en Chine. Ça vaut plus cher que l'or, hein, le jade. Et vous savez ce que c'est le jade? À votre avis, c'est quoi le jade? Oui, vous voulez dire du silicate de mercure? Non, oui, bien sûr, vous avez raison. Mais je ne sais pas comment on le dirait en chinois, ça. Non, c'est très simple. Le jade, c'est du sperme de dragon vitrifié par la terre. Ça change tout. La force du yang vitrifiée par la force du yin. On ne peut pas imaginer aimantation vivifiante yin-yang. C'est pour ça qu'on voit rarement un Chinois et jamais une Chinoise sans un morceau de jade sur elle. Et qu'en plus, c'est une pierre vivante. Alors ça, on le lit dans les livres, mais jusque fort récemment, on disait... et de maintenant, on s'en est aperçu. L'archéologie est une science récente en Chine. Et et voilà, elle a à peine un siècle. Enfin, oui, un siècle et demi, allez. Et on apprend quand on trouvait des jades dans les tombes, qui avaient été enfermés pendant 1000 ans, 1500 ans, ils étaient ternes. Et on les sortait au jour, et ils redevenaient brillants. Donc, le dragon crache son eau, et puis après il redescend. Et après, il vient se recharger en eau pendant l'hiver. C'est une sorte de canadair symbolique. Et donc, tout c'est toujours vécu comme un système alternatif, un système rotatif. Et que le principe même de yin-yang, il a été énoncé d'une manière très simple par un philosophe chinois peu connu du XXe siècle, Mao Tse-tung. Mao Tse-tung devait... je vous raconterai l'histoire si j'ai 5 minutes, mais enfin, dans un discours qui s'appelle « De la contradiction », il a dit « Un se divise en deux. If and way er. » Et là, on est en plein dans le mode de pensée yin-yang. Pour nous, il y a toujours un côté du mur à l'ombre. Mais on oublie que le soleil tourne et que celui qui était à l'ombre va passer au soleil. Et que donc, de toute situation se divise toujours en deux points de vue. Un point de vue yang, un point de vue yin. Par exemple, la situation que nous sommes en train de vivre. Je suis là, je vous parle,
mouvement yang qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Vous êtes là, vous écoutez fort poliment, mouvement de l'extérieur vers votre intérieur. Et en même temps que je vous parle, à l'intérieur de moi, je me dis, bon, il est 8h moins 5, il ne faut pas que j'oublie ça, ça carbure. Et puis peut-être dans le meilleur des cas, les sottises que je vous raconte, ça vous fait penser à des trucs à l'intérieur. Donc, la situation, on ne peut pas dire que je suis yang, vous êtes yin, puisque je me divise en deux. Bien sûr, je suis majoritairement yang, pardon, puisque je vous parle, mais en même temps, je réfléchis à ce que je vais essayer de vous dire. Et vous, vous êtes majoritairement yin en ce moment, parce que vous écoutez, mais en même temps, ça vous fait penser à des trucs, enfin, j'espère. Et ça vous fait penser à des questions qu'on va bientôt poser. Donc, c'est ça qu'il y a de fascinant dans Yin-Yang, c'est que, dans ce mode de pensée Yin-Yang, c'est que ça nous sort des blocages dans lesquels nous enferme le mode de pensée cartésien. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. C'est idiot. Une porte, c'est justement ce qui est de temps en temps ouvert, de temps en temps fermé. Et c'est parce qu'elle peut être parfois ouverte, parfois fermée, qu'elle est une porte. Si elle est tout le temps fermée, c'est un mur. Si elle est tout le temps ouverte, c'est pas une porte, c'est un corridor. Et que donc, vous voyez, là où nous posons une opposition, l'esprit chinois pose une corrélation. Et c'est pour ça que ça peut énormément nous aider, et nous aider à gérer des tas de problèmes de la vie quotidienne, nous aider, nous affiner dans la perception que nous avons des situations auxquelles on est confronté, et même à condition qu'on évite de sexualiser Yin-Yang, ça peut nous aider à penser de manière intéressante les problèmes de sexualité. Et en particulier de s'apercevoir que tout couple est fondamentalement un couplage yin-yang. Est-ce que vous avez remarqué que les couples les plus durables sont souvent les plus désassortis? Alors que un couple qui est fait de deux personnes qui fonctionnent de la même façon, ils s'accordent très vite et ils se désaccordent très vite. Mais, je vais faire une confidence, mon épouse, on la voit rarement avant 10h du matin. Moi, à 7h, je suis déjà parti nager à la piscine. Alors évidemment, à 10h du soir, je suis un peu fatigué. Elle regarde la télé jusqu'à 1h du matin. Et c'est tous les jours comme ça. Et ça fait 47 ans. Donc, quand vous devez renégocier à chaque jour, eh bien, ça soude. Et on s'aperçoit aussi que, quand je dis tout couple est un couplage yin-yang, c'est totalement indépendant du sexe des gens. Ça peut être un couple homosexuel comme un couple hétérosexuel. Il y aura toujours un endroit, par exemple, où l'un des membres du couple aimera sortir le soir dans les cafés, et puis l'autre membre préférera rentrer à la maison, coucou panier, les pattes en rond, etc. Et s'ils arrivent à jouer ça ira très bien. Et que donc, l'idée que c'est ça, cette force de Yin-Yang, c'est que Yin-Yang n'a pas de sexe. Ce ne sont que des vecteurs. Et ce sont des moyens qui nous permettent de voir que dans toute situation, il y a une partie jour et une partie nuit. Et que ce qui est intéressant, c'est de voir, dans la gestion de cette situation, si on veut qu'il y ait plus de jour ou si on veut qu'il y ait plus de nuit. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Alors, gestion de cette situation, j'ai pris cette phrase parce que c'est le travail du Yiking. Alors en quelques mots, parce que je voudrais laisser du temps aux questions, qu'est-ce que c'est le Yiking? C'est un manuel d'aide à la prise de décision. C'est un catalogue de 64 situations types qui sont rabotées jusqu'à leur structure yin-yang.
et qui sont présentées non dans leur... et qui elles-mêmes s'appliquent la règle yin-yang que je viens de vous dire, un se divise en deux. C'est-à-dire elles sont à la fois la description de l'organisation hiérarchique d'une situation et en même temps la description du déroulement de cette situation. Et alors, ces 64 situations types, elles ont chacune un nom, qui sont des verbes. Elles s'appellent revenir, elles s'appellent attaquer, elles s'appellent ramener brutalement l'harmonie. Nous on dit taper sur la table. Elles s'appellent pas encore terminé. Elles s'appellent augmenter, diminuer, etc., etc. Et vous voyez que ce sont des verbes parce que ce sont à la fois la description de la situation et en même temps la gestion de la situation. Toujours se penser par deux. Alors, ils ont un nom, et puis les situations sont organisées sur 6 niveaux, ça c'est dire des détails techniques. Mais à quoi ça sert? Et comment on s'en sert? Eh bien, on s'en sert quand on ne sait pas quoi faire, quand on ne sait pas quelle décision prendre. On n'arrête pas de prendre des décisions, même si on ne sait pas pourquoi on les prend. Rappelez-vous la Boétie et Montaigne. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est une très bonne réponse. Mais il y a des fois où on ne sait pas comment se comporter dans telle ou telle situation, vis-à-vis de telle ou telle personne. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'on a le nez sur le guidon. Et qu'on est tellement pris affectivement par la situation qu'on ne peut pas y réfléchir posément. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait en général? On va demander conseil. Et il se trouve que le Yiking, on peut l'imaginer comme un vieil oncle chinois. Au centre de Joey, on l'appelle familièrement oncle Li. Pas avec un Y comme Augustin, mais avec un I. Et que donc, interroger le Yiking, c'est comme si on disait, on va voir oncle Li qui nous connaît bien, parce que oncle Li, ça fait 10 000 ans qu'il cultive le même champ, donc il connaît l'histoire, puis il nous a vu naître. Oncle Li, j'ai un rendez-vous demain avec mon chef de service qui ne peut pas me blairer, comment est-ce que je dois me comporter? Écoute mon petit, ou ma petite, si j'étais à ta place, je ferai comme ça. Il nous suggère une stratégie. Mais oncle Li, il termine toujours par « mais c'est toi qui décides ». Et donc, le Yiking, c'est un catalogue de situations types, mais aussi un catalogue de stratégies types. Et interroger le Yiking, c'est lui demander quelle est la meilleure façon de se comporter dans telle circonstance précise. C'est pour ça qu'on ne lui demande pas qu'est-ce qui va arriver. Parce que oncle Li, il a beau être très sage et très savant, il sait que le futur est imprévisible. Et que donc, mais en même temps, il peut vous évaluer l'organisation du yin-yang à l'intérieur de vous face aux problèmes qui vous préoccupent. Parce qu'il y a des situations où il faut plus de yin, il y a des situations où il faut plus de yang. Ça dépend des situations. Et donc, alors, manuel d'aide à la prise de décision, et en même temps, plan du monde. Alors ça, il y a un texte, une phrase du grand commentaire du Yiking qui dit « Au moment de l'action, l'être accompli interroge le Yiking pour faire ce qu'il faut. Au moment du repos, il contemple le Yiking. Parce que l'organisation de ces 64 situations types coud un réseau de rapports entre ces différentes situations qui nous offre une vision du monde auquel on n'avait jamais pensé. Je vous donne un exemple. Certaines de ces situations sont le contraire l'une de l'autre.
Par exemple, il y a une situation qui s'appelle reculer, il y en a une autre qui s'appelle avancer. Ok, pas de problème. Mais il y en a une qui s'appelle augmenter. Eh bien, il y en a une autre qui s'appelle diminuer, mais c'est pas le contraire. Parce que diminuer, c'est pas le contraire. Tiens, on n'y avait jamais pensé. Alors ça demande un peu d'études. C'est pour ça que, c'est pour ça qu'il y a le centre Joey, et c'est tout ce qu'on va faire demain au cours de ce premier atelier d'apprentissage du Yiking, qui sera sans doute suivi d'autres, si ça vous intéresse. Mais sinon, en tant qu'aide à la prise de décision, il y a c'est sa principale utilité. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est l'acuité des réponses. Et on est toujours étonné par la justesse des réponses du Yiking, à tel point qu'une fois j'ai interviewé Elie Humbert, qui a été pendant 30 ans secrétaire de la fédération jungienne. Donc en tant que jungien, il était fort intéressé par le Yiking. Et un jour, et au cours de l'entretien, il nous dit: on est tellement stupéfait par la précision des réponses du Yiking qu'à un moment ou un autre, on dit: non, je ne ferai pas ce que tu me dis. Il ajoutait avec son bon sourire: on fait tout ça une fois dans sa vie, rarement deux. Parce que on ne peut pas refaire l'histoire, donc on ne peut pas savoir ce qui se serait passé si on n'avait pas fait ce qu'il avait dit, ce qu'il avait conseillé, pardon. Mais on peut s'apercevoir que quand on fait ce qu'il nous conseille, ça marche beaucoup mieux. Et que donc ce manuel d'aide à la prise de décision, on comprend pourquoi c'était le livre de chevet de Confucius. Alors, pourquoi c'est devenu chez nous un livre de divination? On peut le comprendre pourquoi, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est d'étudier sa véritable fonction, qui est cet objectif confucéen de nous proposer l'attitude juste au moment opportun.